Siroën. Bonjour. Jean-Marc Siroën, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Auteur de 3 tomes consacrés à Mr. Keynes et les extravagants. Voilà, votre clé d'entrée pour nous faire découvrir Keynes, c'est sa relation avec les extravagants, le groupe de Bloomsbury, Cambridge-Larouge, et donc 3e tome, qui nous amène aux accords de Bretton Woods, le sommet du monde. Alors, peut-être voilà, quelques éléments pour nous donner envie d'aller plonger dans le sommet du monde. Le sommet du Pourquoi on monde. l'appelle le sommet du monde? Pourquoi on l'appelle le sommet du monde? J'ai repris une phrase de Keynes, qui est d'ailleurs relativement banale. Ce sont les grandes puissances qui gouverneront le monde après la guerre. L'occasion avait été ratée avec le traité de Versailles. Il s'agissait de récupérer le traité de Versailles. Le problème, c'est que les grandes puissances ont un peu changé. Ce ne sont plus exactement les mêmes grandes puissances et le rapport de force a changé. Et Keynes va se battre pour essayer de conserver un rang relativement élevé au sommet du monde contre les Américains qui veulent être, non pas les seuls, mais en tout cas avoir la première place au sommet du monde. Donc c'est cette lutte-là que je raconte dans cet ouvrage. C'est absolument passionnant. Keynes est malade. Il est très malade. Keynes est malade, et là, il va y avoir une négociation difficile avec plusieurs allers-rets-retours, en dépit de sa maladie. 6 allers-retours dans des conditions difficiles, parce que c'est la guerre quand même. Donc naviguer, c'est pas complètement évident. C'est pas le jet. C'est des voyages longs et difficiles, oui. Et son opposant, quelques mots sur son opposant. Alors son opposant, c'est un haut fonctionnaire, l'adjoint au secrétaire au Trésor, qui est Harry Dexter White, donc qui est une personnalité assez complexe, un peu complexée. C'est un émigré d'origine juive, enfin un enfant d'immigré d'origine juive, qui a, comme beaucoup dans l'administration Roosevelt à l'époque, une certaine fascination sur le système de planification. C'est un progressiste, il n'est pas membre du Parti communiste, mais il est quand même assez sympathisant donc du système soviétique. Il ne prend pas tout, mais il en prend une partie, et son rêve, c'est qu'au sommet du monde, il y ait 2 grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, et un peu clandestinement, par la diplomatie parallèle, il va tout faire pour qu'il en soit ainsi, quitte à être considéré à la fin de la guerre comme un espion russe. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. Donc le FMI a été créé par un espion soviétique de l'époque de l'URSS. Par un espion soviétique qui défendait les intérêts des États-Unis. Qui défendait, sincèrement, je crois, les intérêts des États-Unis, parce qu'il pensait que les intérêts étaient convergents. Oui. Qu'est-ce qu'on retient finalement de l'impact de Keynes sur Bretton Woods et sur ce qui est... Voilà, parce qu'on sait très bien que ça a déterminé toute la suite, enfin jusqu'à la sortie en tout cas de Bretton Woods. Mais... Jusqu'à la sortie, oui. Keynes a perdu. Sa maladie n'a pas aidé, mais aussi le rapport de force. Le rapport de force était favorable aux États-Unis. C'est l'argent qui a été... L'Angleterre avait absolument besoin de l'argent américain, donc était un peu obligée de faire beaucoup de concessions pour éviter ce que Keynes appelait un Dunkerque financier, c'est-à-dire une ruine de la Grande-Bretagne. Donc il a perdu le système qu'il préconisait, qui était beaucoup plus sophistiqué que celui que voulait et qu'a imposé finalement Harry Dexter White, n'a pas été retenu. Ceci dit, il a fallu quand même à White beaucoup d'imagination, beaucoup de manipulation, et c'était un bon stratège, White, et il craignait beaucoup Keynes, avec un certain complexe peut-être d'infériorité vis-à-vis de Keynes, qui était quand même peut-être pas un très bon stratège dans les négociations, mais une capacité d'argumenter et de convaincre que lui, par contre, n'avait pas. Mais au final, c'est le stratège américain qui a gagné. On ne peut pas ne pas vous poser la question des enseignements que l'on est susceptible de tirer après la fin de Bretton Woods, avec le dollar monnaie de réserve en 2022. Qu'est-ce que cette plongée Ce qui est remarquable, c'est que le système de White n'a pas tenu. Je pense que Keynes n'y croyait pas et n'aurait pas été étonné qu'il n'ait pas tenu. Il ne croyait pas qu'une monnaie nationale pouvait servir de monnaie internationale. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que malgré l'effondrement du système de Bretton Woods, qui faisait formellement du dollar une monnaie aussi bonne que l'or,
bien le dollar soit resté jusqu'à aujourd'hui la monnaie dominante. Ce qui prouve qu'une fois que le dollar était installé, il n'avait plus besoin de ce qui avait été décidé à Bretton Woods pour rester la monnaie dominante, et qui reste la monnaie dominante, et qui, à mon sens, va encore rester quand même un certain temps la monnaie dominante. C'est absolument passionnant. Mr. Keynes et les extravagants, c'est une autre histoire de John Maynard Keynes. Merci Jean-Marc Siroel. C'est moi qui vous remercie.